Calipage, fourniturage de bureau. Calipage. Au sommaire de Eugène M6, les nouveaux chasseurs de trésors. Comment ils recherchent les milliards qui dorment sous nos pieds. Révolutionnaire. Comment, aux États-Unis, on met au point la pilule qui remplacera le sommeil. De la chenille au papillon, découverte d'un élevage unique en France. Et le véritable parcours du combattant des spermatozoïdes à la rencontre de l'ovule. Bonjour, le savez-vous, le sol de notre pays recèle des milliers de trésors. Il ne s'agit pas de pétrole, de fer ou de charbon. Non, il s'agit de vrais trésors oubliés par nos ancêtres, des pièces d'or, des bijoux, etc. Il y en aurait pour plusieurs centaines de milliards de francs. Pour les retrouver, les chasseurs de trésors modernes ont des techniques bien précises. Découvrir un trésor. C'est ce qui est arrivé à un couple sartois lors d'une promenade banale près du Mans. Je regardais par terre, comme je le fais la plupart du temps quand je me promène. Vous étiez déjà passé à cet endroit? Ah ben des dizaines de fois, je promenais mes chiens ici. Et des trésors comme ces pièces d'or médiévales, il y en a des milliers sous nos pieds pour un montant estimé en tout à 1500 milliards de francs. Pour les trouver, on peut soit faire confiance au hasard, soit les rechercher à l'aide de techniques précises. C'est le cas de Didier Audineau, un chasseur de trésors. Aujourd'hui, direction le bois de Verrières, près de Paris. Je suis venu dans ce bois parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait des choses de cachées depuis la guerre de 100 ans. Il y avait un camp de Bourguignons ici qui s'amusait à ravager absolument tout le département, qui s'était installé pas très loin de là. Et 2 trésors du XVe siècle ont été déjà découverts ici. C'est pour ça que je viens avec un détecteur de métaux. Donc, première technique, se renseigner sur l'histoire de la région et des trésors qu'on y a déjà trouvés. Ensuite, c'est au détecteur de jouer. Il va déceler la présence dans le sol de tous les métaux. Or, argent, cuivre, mais aussi fer ou aluminium. Pas de chance, c'est un simple morceau de ferraille. C'est que je n'ai pas assez poussé l'élimination des métaux. Et c'est simplement du fer. Donc on va monter un petit peu pour éviter d'avoir à faire des trouvailles de gens là. De toute façon, un bois c'est grand. Tout passer au peigne fin prendrait des années, mais heureusement, il y a des trucs. Quand on est dans une forêt comme celle-ci, il faut bien se mettre en quête des points de repère les plus anciens. Alors cette allée, ici, c'était déjà une allée du temps des chasses royales sous Louis XIV. Les gens ont caché forcément, près de points de repère remarquables, des gros arbres, comme celui-ci par exemple, qui a retenu mon attention, parce que c'est vraisemblablement le plus ancien de l'allée. Et regardez, ça marche. Là, on a plusieurs choses, quand même, côte à côte. On n'imagine pas le nombre de trésors qui ont tout simplement été enfouis au pied d'un arbre. Ça paraît idiot, mais il faut savoir que quand quelqu'un cache un magot, c'est souvent dans la précipitation et avec la ferme intention de venir le récupérer. Mais bien souvent, l'enfouisseur est mort avant d'avoir pu revenir ou n'a tout simplement pas retrouvé sa cachette. Quand on trouve autant de monnaie que ça, dans une zone aussi réduite, il y a une forte possibilité, forte probabilité pour qu'il y en ait encore et que ce soit des monnaies échappées d'un trésor. Didier Audineau utilise alors cet autre détecteur qui va repérer les grosses masses de métal enfouies profondément, donc les gros trésors. Et là, il semblerait qu'il n'y ait rien. Et avec ces monnaies-là, même le petit détecteur ne prend plus rien. Bon, je vais considérer que c'est mon petit trésor de la journée pour l'instant. Évidemment, même un professionnel ne trouve pas de trésor tous les jours. Comme pour toute chasse, il faut de la patience. Avant de s'aventurer sur le terrain, plusieurs années de recherche sont nécessaires en s'appuyant sur des archives. Je suis ici en train de travailler sur les cartes d'état-major de l'époque du général Charette. Ça nous ramène à la Révolution, parce que je recherche son trésor. Et j'essaie de reconstituer, grâce à une histoire du général Charette, qui suit ses mouvements jour le jour, tous les endroits, je suis tous ses déplacements, je les note pendant 3 ans. Alors j'ai déjà ma petite idée sur la chose. Je vois bien ça caché dans une des forêts qui lui servait de tanière, ici dans le centre. En attendant de trouver le trésor de Charette, Didier Audineau classe ses trouvailles de la journée qu'il devra déclarer à la mairie et partager avec le propriétaire du terrain. L'aventure vous tente ?
Attention, toute recherche systématique doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale. Cela dit, rien ne vous empêche de tomber dessus par hasard. Et pour les amateurs, il existe un serveur sur Internet, trésor.com. Nous passons en moyenne 24 ans de notre vie à dormir. Et pour certains, c'est beaucoup trop, notamment aux États-Unis, où les journées de travail s'allongent et où l'on veut profiter en même temps encore plus de ses loisirs. C'est peut-être là-bas qu'une découverte française va provoquer une petite révolution. Il s'agit d'une pilule anti-sommeil. Pourrons-nous bientôt dormir à volonté ? Los Angeles, en Californie, une ville où l'on vit autant la nuit que le jour. Ici, il existe des supermarchés ou des pharmacies ouverts toute la nuit. Les magasins sont fréquentés 24 heures sur 24 et on trouve même des restaurants pleins à 4 heures du matin. De nombreux Américains prolongent leur journée jusqu'au petit matin où la commence bien avant le lever du soleil. Exemple, David et Jennifer McDewitt. Leur premier geste au saut du lit, une visite à la salle de gym. Il est 5 heures du matin. Je me lève à 4h30 tous les matins afin d'arriver au gymnase avant la foule et de pouvoir faire un entraînement complet avant d'aller travailler. Si j'arrive plus tard, il y a trop de monde et je n'ai plus assez de temps pour m'entraîner à fond avant de partir au travail. Conséquence, ces Américains dorment moins. Pourtant, en dessous d'une durée de sommeil minimum, la santé se dégrade, à moins qu'on ne trouve un remède. Il est clair que le sommeil est indispensable à la survie. Maintenant, il est toujours possible qu'on trouvera un médicament pour supprimer le sommeil, mais il faut tenir en compte que le sommeil probablement sert à quelque chose et qu'on n'a pas encore trouvé à quoi ça sert. Et que donc, ce n'est qu'une hypothèse. Une hypothèse qui fait quand même rêver beaucoup de monde. Car aujourd'hui, il n'existe aucun produit anti-sommeil satisfaisant. Les sachets de caféine ou les vitamines que l'on trouve en pharmacie ne font pas disparaître la fatigue. Pas plus que les produits que l'on peut acheter par correspondance en surfant sur Internet. Il s'agit surtout de pilules de caféine fortement dosées en provenance de Californie. Car là-bas, ces produits anti-sommeil constituent un vrai marché. Alors, y a-t-il des progrès en vue ? 1991, la guerre du Golfe. Les militaires français et américains y auraient testé avec succès une substance miracle anti-sommeil, anti-fatigue et prolongeant la vigilance. De quoi s'agit-il exactement ? Tout a commencé à Lyon dans les années 80. Dans ce laboratoire du sommeil. C'est ici que l'on a découvert une nouvelle molécule aux propriétés étonnantes, le modafinil. Les tests montrent que les animaux à qui l'on injecte ce produit restent parfaitement éveillés pendant plus de 48 heures sans effet secondaire gênant. Pas de dépendance, pas d'insomnie et un sommeil qui revient normalement après la fin du traitement. Rien à voir avec les produits classiques qui empêchent de dormir, comme la caféine ou les amphétamines. Le modafinil est bien un substitut au sommeil. Mais ses effets sont encore mal connus. Ce que l'on sait, au point de vue des mécanismes fondamentaux, c'est que le modafinil, au niveau cérébral, a des cibles qui sont différentes de celles des amphétamines. Maintenant, le mécanisme moléculaire précis n'est pas encore connu. Il est à l'étude, mais il n'est pas encore connu. Aujourd'hui, les recherches se poursuivent à l'université de Stanford en Californie, sous la direction d'un chercheur français, Emmanuel Mignot. Il teste des dérivés du modafinil sur des chiens atteints d'une maladie, la narcolepsie. Comme toutes les victimes de la narcolepsie, une simple émotion telle que la colère ou le rire peut faire sombrer le malade instantanément dans un sommeil paralysant, la cataplexie. Ici, pour ces chiens, c'est une action tout à fait classique, la prise de nourriture, qui déclenche cette cataplexie. Regardez, en quelques instants, ces chiens vont tomber dans un profond sommeil. On étudie ici à Stanford l'effet de nombreux médicaments sur la cataplexie et sur la somnolence. Donc, si vous traitez ces chiens avec des antidépresseurs qui suppriment le sommeil paradoxal, tous les symptômes de sommeil paradoxal, tels la cataplexie, vont disparaître et les animaux seraient parfaitement normaux et courent et sont capables de manger sans avoir ces épisodes de paralysie. Le lendemain, ces mêmes chiens ont reçu un dérivé du modafinil. Cette fois-ci, leur réaction face à la nourriture va être très différente. Vous avez vu dans quel état je suis là maintenant ? Oh, ça exagère un peu là. Vous exagérez un petit peu là. Alors, à quand l'application chez l'homme ?
Un médicament tel comme le modafinil, qui est utilisé pour la narcolepsie, on pourrait bien penser qu'il pourrait être utilisé pour des indications beaucoup plus larges. Il est vrai que des médicaments qui stimulent la vigilance peut-être seront utilisés plus tard. On peut donc s'attendre à l'arrivée prochaine d'une véritable pilule anti-sommeil. Un produit miraculeux pour tous ceux qui ne doivent s'endormir à aucun prix, comme les routiers ou plus simplement pour ceux qui considèrent le sommeil comme une perte de temps. J'adore dormir. C'est le moment que je préfère. Mais si je pouvais dormir moins, j'aurais évidemment plus de temps pour m'entraîner, plus de temps pour mes loisirs. J'adore lire. Je pourrais faire de la gym à fond, de la lecture. Ma vie serait beaucoup plus facile, je crois, si je pouvais dormir moins. C'est certain. Ça viendra. Seul problème, il est encore trop tôt pour avancer la date précise de la mise sur le marché des premières pilules anti-sommeil. En attendant, le meilleur moyen de récupérer, c'est encore celui-là. On a vu les coupes fins, il faudra s'habituer aux coupes sommeil. Mais attention, pas question pour autant de se priver définitivement de sommeil qui reste indispensable à notre système nerveux. La pilule anti-sommeil n'apportera qu'une aide passagère à ceux qui veulent vraiment se passer de dormir. Vous avez sûrement vu le film Microcosmos. Parmi les nombreux acteurs, il y avait 600 papillons. Ces papillons n'ont pas été capturés dans la nature. Ils proviennent d'un élevage dans le Vaucluse, un élevage unique en France. Cet homme a monté le plus étrange élevage de France. Jean-Pierre Vesco est entomologiste, sa passion, les papillons. Scientifique de formation, il en a fait son métier et est devenu l'unique éleveur professionnel français de papillons. Son élevage est installé dans une volière de 100 mètres carrés qui entoure sa maison de Valréas dans le Vaucluse. Plus de 400 papillons exotiques s'y côtoient. Régulièrement, il rapporte de l'étranger de nouvelles espèces. Alors ça, c'est un papillon asiatique dont les chenilles vivent sur les citronniers, orangers, etc., sur les agrumes. Alors, des papillons qui sont très intéressants pour les cerfs parce qu'ils sont assez grands, voire très grands, et ils ont un très bon comportement en captivité. Première difficulté pour ce type d'élevage, reproduire leur environnement naturel. Recréer l'atmosphère tropicale, 30 degrés toute l'année et surtout un taux d'humidité de 80%. Deuxième difficulté, l'alimentation. Ces petites bêtes se nourrissent exclusivement du nectar des fleurs d'une plante bien spécifique, la plante nourricière. Mais pour subvenir aux besoins d'un tel élevage, il en faudrait des centaines sur plusieurs hectares. Jean-Pierre Vesco a trouvé la solution, il utilise des fleurs artificielles. Sur cette fleur, on dispose d'un liquide sucré, un mélange de sucre, de vitamines, sels minéraux, enfin, pour nourrir les papillons. Parce qu'en fait, dans cette volière, il y a à peu près 400 papillons, il y a 100 mètres carrés, ça fait 4 papillons au mètre carré. C'est énorme comme quantité. Et les fleurs naturelles suffisent à peine à les nourrir. Comme dans tout élevage, les papillons doivent se reproduire. L'accouplement a lieu sur les plantes nourricières. Au bout de quelques jours, les œufs éclosent et donnent naissance à des chenilles. Celles-ci vont tout d'abord se nourrir des fleurs et des tiges de la plante. Lorsqu'elles ont suffisamment grossi, elles s'accrochent aux tiges en tissant un fil de soie très solide, puis elles se transforment petit à petit en chrysalides. C'est le moment que choisit l'entomologiste pour les récolter et pour les placer dans l'endroit le plus ensoleillé de la volière, la tête en bas. Le moment venu, il faudra moins de 10 minutes à une chrysalide pour se transformer en papillon. Tout cela paraît simple et pourtant, pour l'éleveur, c'est le résultat d'une véritable course d'obstacles. Un gros défaut, c'est qu'ils peuvent avoir des maladies, surtout au stade chenille. Et ça, c'est extrêmement handicapant parce qu'on n'a pas de moyens de les soigner. On n'a pas du tout de vaccin ou d'antibiotiques pour. Les essais qu'on a fait ne marchent pas. Alors, il faut donner aux chenilles des conditions de vie le plus acceptables possible pour elles, de façon à éviter les stress qui sont générateurs de maladies. Chaque année, l'élevage produit ainsi plus de 20 000 chrysalides. Il en garde quelques-unes, 10% pour renouveler sa volière. Car dans une serre, la durée de vie moyenne d'un papillon dépasse rarement les 2 semaines. Le reste de la production sert à fournir en papillons les serres et les volières des jardins zoologiques de tout le pays.
Après la pub, nous verrons si l'eau de pluie est potable et comment, grâce à 2 cellules minuscules mais aux capacités étonnantes, on peut fabriquer un bébé. À tout de suite. In a word or two, you I wanna do. No, not your body, your mind, your fool. Baby, Bonjour, professeur Brown. Vous devez concevoir une voiture compacte à l'extérieur, flexible à l'intérieur. L'intérieur doit être conçu pour passer de 7 places à 5, puis à 2 en 15 secondes. Le tout sans enlever les sièges. C'est impossible, presque impossible. Bonne chance, professeur. Nouvelle Opel Zafira. Et maintenant en version turbo diesel 16 soupapes. C'est marrant cette mèche. C'est difficile à faire. Non, c'est naturel. Salut maman. C'est moi. Et tu sais quoi? Ouais. Non. Si, je te le jure. Il y a un âge où on a besoin de tout se dire tout de suite, tout le temps. France Télécom lance la ligne Tchatch, une 2e ligne avec l'abonnement et un forfait au choix. A tous les gourmets, Giovanni Rana dédie ses tortellini frais. Luciano! Giovanni, non posso, sono impegnato con la Tosca. E invita anche lei. Giovanni Rana, les authentiques pâtes fraîches italiennes. Tout pour ma maison, ma maison. 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 Vive la maison, du 15 au 24 octobre, Paris Expo, porte de Versailles. Marie à tout prix, Cameron Diaz dans une vidéo à voir et à revoir. Marie à tout prix, la comédie qui décoiffe en vente en vidéo. Si mes invités s'imaginaient tout ce que l'on peut préparer avec du saumon. Je vais leur dire. Oh, et puis non. Le saumon, la réussite en toute simplicité. Notre-Dame de Paris, l'événement musical enfin en vidéo. Le 12 octobre avec RTL. Eugène M6, 2e partie. Beaucoup de Français se méfient de leur eau. Avec les nitrates, les pesticides, les métaux lourds, est-elle encore potable? C'est pour cela que certains se tournent vers les eaux de source ou les eaux minérales en bouteille, tandis que d'autres se disent que l'eau de pluie qui tombe du ciel est sûrement la solution idéale. Mais peut-on vraiment boire l'eau de pluie? La France est un pays arrosé. Entre les grosses averses et les petits grains, il tombe en moyenne chaque année 600 litres d'eau par mètre carré. Cette eau part dans le sol et les rivières. Ne pourrait-on pas la récupérer pour en boire directement une petite partie? Pour savoir si cette eau venue du ciel est potable, direction l'université de Créteil, où une équipe de chercheurs a étudié de très près cette question. Alors, l'eau de pluie dans les milieux urbains traverse l'atmosphère, lessive les particules, ce qu'on appelle les aérosols de l'atmosphère, s'enrichit également des différents gaz acides qui sont présents dans l'atmosphère, et donc devient, je dirais, difficile à consommer telle qu'elle à cause de son acidité et s'enrichit aussi en un certain nombre de micropolluants. Et ce n'est pas tout. Impossible de récupérer cette eau sans la polluer encore plus. Le problème, c'est que cette eau de pluie, en général, ruisselle sur des surfaces, quand on veut l'utiliser, sur des toitures, sur des chaussées, sur des cours, et à ce moment-là, elle se charge d'une quantité de pollution très importante qui la rend toxique et impropre à toute consommation. Reste que pour d'autres usages, l'eau de pluie peut se révéler pratique et économique.
Je récupère l'eau de pluie ici, dans quelques bidons en plastique, sous le toit de la cabane. Dans ce coin de jardin, donc j'ai l'eau sous la main, je remplis des arrosoirs, j'ai environ 200 litres. De quoi arroser un jardinet sans dépenser un centime. Et puis, n'ayez pas peur de polluer vos plantes. L'eau de pluie, ça fait longtemps qu'elles y sont habituées. Pour faire un bébé, ce n'est pas compliqué. Vous prenez un papa, une maman, et après, tout repose sur 2 cellules, pas tout à fait comme les autres, l'ovule et le spermatozoïde. 2 cellules qui vont subir toute une série d'épreuves avant de pouvoir fusionner. Histoire de ce véritable mariage microscopique. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Pas facile de répondre à cette question. À la base, bien sûr, il y a un papa qui aime très fort une maman. La suite, nous allons plutôt vous la montrer en très gros plan. Commençons par le futur papa. Il est à la tête d'une véritable armée. 200 millions de courageux petits soldats, les spermatozoïdes, qu'il libère dans le vagin de la femme lors de l'éjaculation. Ces spermatozoïdes n'ont qu'une mission, partir à la rencontre de l'ovule en remontant dans l'utérus de la femme. Et pour accomplir cette mission, ils ont une structure très particulière. Un spermatozoïde a la forme d'un tétard. À l'avant, une sorte de bouclier, l'acrosome. Au milieu, le noyau de la cellule. Il contient le matériel génétique que le papa lègue à son futur bébé. Derrière, ce petit cylindre est un moteur. C'est lui qui actionne le flagelle, cette longue queue qui fait avancer le spermatozoïde. Car celui-ci va devoir parcourir tout seul les 30 cm qui séparent le vagin des trompes, où se trouve l'ovule. 30 cm pour un spermatozoïde, c'est 5000 fois sa propre taille, soit l'équivalent pour un humain de 10 km à effectuer à la nage. De plus, à peine déposé dans le vagin, le spermatozoïde doit échapper à un piège redoutable, la glaire cervicale. Rien à voir avec le cerveau, c'est une substance glissante qui empêche les bactéries de remonter dans l'utérus. Elle protège donc l'ovule, mais elle constitue aussi un barrage pour la plupart des spermatozoïdes. Seuls les plus costauds peuvent la traverser. Ensuite, cette glaire cervicale va leur donner un petit coup de pouce. On voit ici tous les spermatozoïdes aller dans le même sens. Ils traversent en fait un milieu particulier qui s'appelle la glaire cervicale et qui comporte des petits filaments rangés de manière parallèle qui forment une espèce de guide, une espèce de rail et d'autoroute donc pour spermatozoïdes. Pourtant, le parcours combattant n'est pas terminé pour autant. Comme il y a 2 trompes, les spermatozoïdes ont 2 routes possibles. Mais une seule conduit à l'ovule. Seule la moitié de ces marathoniens trouvera la bonne voie. Et voilà comment se poursuit la sélection naturelle. Parmi tous les prétendants de départ, seuls les plus vigoureux arrivent aux abords de l'ovule. Les autres, naturellement, sont éliminés. Voyons maintenant ce qui se passe du côté de madame. L'ovule que produit la femme est 100 fois plus gros qu'un spermatozoïde. Et au lieu d'être produit en millions d'exemplaires, elle n'en fabrique qu'un toutes les 4 semaines. Le précieux ovule est donc entouré d'un tas de protections. Enveloppe multiple, environnement douillet et surtout une date limite. 2 à 3 jours après sa fabrication, il est éliminé. Comme le spermatozoïde, il contient en son centre le noyau, le matériel génétique que la mère transmet à son bébé. Et maintenant, la rencontre. Arrivé sur l'ovule, le spermatozoïde attaque. Le bouclier avant se brise, libérant un cocktail d'enzymes agressives qui va digérer la paroi de l'ovule. Le noyau du spermatozoïde pénètre à l'intérieur et fusionne avec le noyau de l'ovule. Pour les autres spermatozoïdes, c'est la défaite. Il se produit instantanément une réaction qui empêche l'entrée de tout autre spermatozoïde. L'ovule est devenu un œuf. Ensuite, il se scinde en 2, en 4, en 8. Le développement de l'embryon commence, le futur bébé se forme. En attendant, les parents peuvent continuer à penser à eux. Dans 9 mois, ils ne seront plus seuls. Dans le prochain numéro, nous reviendrons sur le terrible tremblement de terre de Turquie. Que s'est-il passé exactement? Comment aurait-il fallu construire les immeubles et les maisons afin qu'ils ne s'écroulent pas? Au revoir, à la semaine prochaine.